Bien, le temps que l'on mette le PowerPoint. Bonjour à tous. Merci également aux organisateurs de m'avoir invité. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que j'interviens devant de nombreux étudiants et aussi d'autres personnes qui s'intéressent à notre filière. Donc en deux mots, vous avez présenté le cadre de cette conférence par rapport à un master sur le développement durable. Donc je vais juste dire quelques mots. On va le mettre tout de suite. Voilà. Voilà. Oui, je voulais resituer en quelques mots donc mon activité au sein de l'Institut, pour dire que l'Institut, en fait, c'est un institut qui existe pour toutes les filières agricoles de sciences appliquées, donc qui est un peu interface entre des structures de recherche, comme les universités, comme le CNRS, l'INRA, et donc le monde viticole, qu'on est là pour aider donc nos viticulteurs à la fois à gérer au quotidien leur exploitation, leur cave, mais aussi à les préparer pour les enjeux d'avenir. Et donc notamment sur le développement durable, puisque donc ça a été évoqué tout à l'heure. Donc le volet changement climatique est un des volets. Je développerai majoritairement l'aspect adaptation, mais travaillons aussi sur l'atténuation via des bilans carbone. J'en dirai quelques mots tout à l'heure. Mais aussi le côté donc connaissance des paysages viticoles, de la biodiversité. Je vous mettrai à la fin des sites thématiques internet qui pourront vous aider si vous cherchez des renseignements là-dessus. Et puis un volet plus opérationnel, environnemental, gestion des effluents, des déchets, etc. Donc qui fait partie des activités sur lesquelles nous travaillons. Et donc, bien évidemment, également sur les changements climatiques. Donc Hervé l'a bien souligné tout à l'heure. Donc le climat est une composante importante des vignobles dans le monde. Bien sûr, avec des évolutions. On y reviendra tout à l'heure. Cela étant, si on regarde une carte du monde, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a quand même une bande relativement étroite, à la fois dans l'hémisphère sud et dans l'hémisphère nord, avec des climats, on va dire, tempérés semi-continentaux jusqu'à des climats méditerranéens, de type méditerranéen, avec parfois des extrêmes, puisque Hervé connaît bien, et j'étais en Chine la semaine dernière, donc nécessité, avec des hivers rigoureux, de recouvrir la vigne de terre, de buter la vigne, ce qui amène beaucoup de contraintes. Et puis parfois, pour prendre un extrême inverse, on avait eu l'occasion d'y réfléchir avec Jocelyne Perrard, de chez UNESCO, sur des vignobles tropicaux, comme on a par exemple au Brésil, ou de manière marginale dans certains pays asiatiques ou certaines îles. Donc ce climat, évidemment, c'est une des composantes importantes de la notion même de terroir viticole. Alors, pour prolonger un petit peu donc l'intervention d'Hervé tout à l'heure, on avait eu l'occasion, dans le cadre d'un partenariat avec les vignerons indépendants de France pour préparer un colloque, d'interroger les viticulteurs et de voir dans quelle mesure, par rapport à leur perception des changements, donc depuis les années 80, quels étaient pour eux les points clés. Et bien évidemment, bon, sans surprise, mais c'était intéressant de le valider, ce qui intéresse le vigneron, c'est la date de vendange, c'est les conditions de maturation, c'est la richesse en sucre. Donc autant d'éléments évidemment très concrets pour le viticulteur. Et donc ça avait effectivement permis de voir que aussi une différenciation. On peut dire que dans les régions relativement nord, donc c'est le cas de la Champagne, c'est le cas de la Bourgogne, et des régions, on va dire, intermédiaires, sur le court terme, ce changement climatique était plutôt vu comme une opportunité. L'exemple, je suis d'origine champenoise. C'est vrai qu'en Champagne, vous savez qu'on ne millésime pas tous les ans. On ne millésime donc avec un vin d'une seule année que lorsqu'on a des bonnes années. Donc quand j'ai commencé ma carrière il y a une trentaine d'années, on avait, on va dire, 2 à 3 millésimes par décennie. Et maintenant, c'est plutôt 7 à 8 millésimes. Donc ils ont l'embarras du choix pour choisir les millésimes. Donc c'est vrai que sur le court terme, pour ces régions nord, on va dire, et intermédiaires, eh bien, c'est une opportunité, mais le problème, comme c'était dit tout à l'heure par Hervé, effectivement, c'est demain et après-demain. Et dans le sud, on commence déjà à avoir des inquiétudes sérieuses, parce qu'on a des degrés alcooliques, on va y revenir, qui peuvent atteindre dans certaines régions 15, voire parfois 16 degrés. Et évidemment, on est quand même extrêmement limite par rapport au vin, plus des problèmes de stress hydrique. Donc, voilà, donc pour le court terme, on peut dire que majoritairement, en tout cas par rapport à la France, c'est quand même plutôt
une opportunité, mais les gens sont quand même conscients que ces changements risquent d'amener des difficultés sur le long terme. Donc, pour juste prolonger, montrer que cette évolution au niveau aussi bien des dates de vendange que des dates clés de la phénologie, eh bien, cette évolution se retrouve un petit peu dans toutes les régions françaises, bien évidemment. Et donc, peut-être un aspect intéressant que vous ne connaissez pas, il faut savoir que la date de vendange était un élément important, notamment lorsque les monastères, bien sûr qui exploitaient des vignes à proximité, mais qui souvent faisaient exploiter par des vignerons des vignes issues de donations, et à la fois pour avoir une qualité au niveau des raisins et en même temps pouvoir surveiller les vendanges, et bien fixait une date de vendange qu'on appelait le banc des vendanges. C'est la même chose que pour le banc, publier les bancs au niveau des mariages. Certains d'entre vous sont peut-être mariés. Vous savez qu'on affiche le projet de mariage en mairie de manière à être sûr que vous ne soyez pas déjà marié. Donc ça vient du latin banus. Et donc ça, c'était quelque chose de très rigoureux. Et tout cela a été répertorié dans les monastères, et des historiens comme Leroy Ladurie et son équipe, notamment Valérie Do, du CNRS également, ont eu l'occasion de répertorier ces dates de vendange. Et du coup, cette date devient un indicateur biologique historique pertinent, parce que les mesures de température fiables n'existent que depuis, on va dire, le fin du 19e siècle. Donc, pour retracer l'histoire un peu plus éloignée, bien sûr, on peut utiliser ce qu'on appelle la dendrochronologie, avec des coupes d'arbres, mais les vendanges, effectivement, ces dates répertoriées, en prenant bien sûr des séries, en faisant des recoupements, en tenant compte des phénomènes historiques qui pouvaient avoir une incidence sur la récolte, ne serait-ce que des guerres, des famines, etc. Et donc, le travail de l'historien était justement de reconstituer ce climat. Et on s'aperçoit, donc on a eu l'occasion de travailler notamment avec un aspect intéressant, à savoir des éruptions volcaniques qui, on le sait, dans certaines conditions peuvent refroidir donc le climat sur 1 ou 2 ans, et souvent amènent des étés assez difficiles au niveau de la maturation. Donc on a eu par ces recoupements, on a pu montrer qu'effectivement, on a bien une corrélation inverse entre les dates de vendange et les températures mesurées. Et parallèlement, que pour des années exceptionnellement froides en période estivale, notamment liées à des éruptions volcaniques, eh bien, on avait souvent des vendanges tardives. Donc, pour dire que parfois l'histoire est intéressante et la vigne a sa place. Et ce qui nous intéressait, c'était un travail dans un projet qui s'appelle Arviclim. C'était l'historien, c'est reconstituer en fait la température à partir des vendanges. Nous, en tant que praticiens viticoles, c'était par rapport au questionnement qu'on a de la part des vignerons. Le vigneron dit, d'accord, c'est 1 degré, 2 degrés, 3 degrés. Mais ça veut dire quoi concrètement pour moi, vigneron? Et donc on a pu, par ce travail historique, non pas en montant sur un siècle, mais sur quelques dizaines d'années, depuis l'après-guerre, eh bien montrer qu'en moyenne, donc il faut relativiser, mais disons en moyenne, on a ces bonnes corrélations, 1 degré de température donc en plus sur la saison, eh bien c'est une avancée moyenne des vendanges de 10 jours. 8 à 12 jours. Donc ça permet effectivement de situer. Alors bien évidemment, l'enjeu c'est que si on prend 3 ou 4, 5 degrés, l'idée ça ne sera pas d'avancer les vendanges jusque début août, mais ça sera effectivement d'anticiper par des phénomènes d'adaptation que l'on va voir, pour faire en sorte qu'on ait une vendange qui reste encore dans les conditions acceptables au niveau de la période de récolte des raisins. Donc, au-delà de la vendange, bien sûr, l'impact au niveau des vins, donc suite à la maturation, je pense que tout le monde connaît le processus de maturation de la vigne, mais des fruits de manière générale, une baisse progressive de l'acidité et une augmentation, bien sûr, des sucres. Et on va le voir, l'idée, c'est de trouver un optimum en fonction du cépage, du type de vin que l'on veut obtenir. Mais si on regarde de manière donc factuelle ce qui a pu être mesuré, notamment par des laboratoires qui font du conseil dans le sud de la France, qui est le cas du laboratoire d'Ibernay, qui avait fait une présentation donc dans le cadre d'un colloque, eh bien on voit effectivement que l'acidité totale a tendance à diminuer, donc progressivement au fur et à mesure que le climat se réchauffe, tandis que la teneur en sucre, qui bien sûr donne le degré ensuite
potentiel, puisque vous savez certainement qu'il faut un peu autour de 17 degrés pour obtenir, enfin 17 grammes de sucre pour obtenir 1 degré d'alcool, eh bien le degré lui aussi a tendance à augmenter. C'est vrai que quand on achète des vins maintenant, bien souvent on a plutôt des 12,5 ou 13 par rapport à des 11 ou 12 qu'on avait précédemment. Donc tout cela montre qu'effectivement, malgré le fait que les vendanges sont avancées, eh bien on a aussi en complément malgré tout une augmentation du degré alcoolique et une diminution de l'acidité. Alors, il y a un travail extrêmement intéressant qui avait été mené donc, dans le cadre de l'INRA d'Avignon par Iñaki Garcia de Cortázar, qui avait essayé à partir d'une modélisation de la physiologie de la vigne, qui avait pu essayer de cerner donc en tendanciel, ce qui était susceptible de se passer dans l'avenir. Et il avait pu montrer que, par l'effet combiné de l'augmentation de température et aussi prenant en compte l'augmentation de la concentration au CO2 qui intervient dans la photosynthèse, eh bien on avait potentiellement, tout ça c'est un peu théorique, mais on avait potentiellement, on va dire, dans les régions nord qui ne souffrent pas de stress hydrique, une croissance, un potentiel de rendement supérieur. Et par contre, le facteur limitant étant l'eau, eh bien dans le sud, potentiellement, les rendements auraient tendance à diminuer, et le Bordelais très variable, parce que le Bordelais c'était assez hétérogène au niveau des sols et donc de la réserve en eau. Donc voilà, ce sont des tendances bien sûr de modélisation qu'il faut prendre, mais qui effectivement expriment malgré tout ce que l'on commence à observer, en particulier lorsqu'on a des années très chaudes. Alors, maintenant, concrètement, par rapport à nos vignerons, comment peuvent-ils s'adapter? Alors, première vision, vous savez certainement que, si vous vous intéressez à la vigne, que nous avons eu un fléau à la fin du 19e siècle, le phylloxéra. C'est pas tellement l'insecte, mais surtout ces larves qui détruisaient les vignes. Donc la parade, ça a été effectivement d'utiliser ce qu'on appelle un porte-greffe, qui est en général un croisement soit de différentes variétés, espèces américaines ou des espèces américaines avec des espèces européennes, qui, elles, le fléau étant présent dans cette région, donc ont su s'adapter, ont acquis un caractère de résistance, et du coup, donc la partie qui est dans le sol, le porte-greffe est résistant. Mais en fait, ces porte-greffes interviennent dans la physiologie de la vigne, de la partie supérieure. Et du coup, selon le type de porte-greffe, eh bien, on va jouer un petit peu sur la maturation. Je ne vais pas vous donner d'entrer trop dans le détail, mais on peut dire qu'on peut avoir jusqu'à une semaine, 10 jours, donc avec une variété identique en fonction du porte-greffe. Porte-greffe très, très précoce pour ceux qui connaissent un petit peu le SO4 ou d'autres plus tardifs comme 3309. Donc il y a la possibilité effectivement pour le vigneron, et notamment qui cherchait, je pense dans les régions nord, un optimum de maturation, eh bien de jouer un petit peu. Donc on peut là gagner quelques jours donc pour avoir une maturité un peu plus faible à un moment donné. On peut bien sûr jouer sur le rapport feuilles-fruits. Donc on a ce qu'on appelle le mode de conduite de la vigne, l'architecture, donc qui va intégrer à la fois la densité. Vous savez que des régions comme la Champagne, la Bourgogne ont des densités très importantes. Ce sont des vignes très, très serrées, 1 mètre, 1 mètre 20, et donc des densités de l'ordre de 8000, 7000, 8000 pieds, voire 9000 par hectare. À l'inverse, dans d'autres régions avec plus ensoleillé, eh bien, on a tendance à écarter les vignes, ce qui facilite le travail, mais on a un potentiel de maturation inférieur. Donc, c'est aussi une marge de manœuvre. D'ailleurs, la Champagne est en train un petit peu de réfléchir à un élargissement pour peut-être les nouvelles plantations. Donc, dans l'aspect architecture de la vigne, ce qu'on appelle dans notre jargon technique le mode de conduite, eh bien, il y a aussi possibilité de jouer un petit peu pour donc limiter en fait l'ensoleillement, c'est-à-dire avoir l'inverse de l'objectif qu'on avait il y a 20 ans finalement.
Le rendement aussi, donc bon, bien sûr, souvent si on a un rendement supérieur, eh bien c'est moins de potentiel de sucre. Et puis, donc vous savez que la vigne est taillée, on a différents modes de taille, et donc le mode de taille peut aussi jouer un petit peu sur effectivement donc cette maturation, sur on va dire de manière générale la physiologie et la phénologie de la vigne. Donc vous voyez qu'il y a quand même des éléments qui permettent effectivement de s'adapter à minima, mais évidemment, lorsqu'on est, c'est souvent ce que je dis aux vignerons, c'est si on a effectivement 2 degrés, c'est l'évolution, si on a effectivement 4-5 degrés, c'est la révolution. Donc là, les adaptations, je dirais, classiques, peuvent éventuellement ne pas suffire en fonction effectivement des scénarios que l'on aura par la suite. Alors, c'est peut-être utile, et donc Hervé l'a un petit peu développé tout à l'heure, je vais y revenir, parler un peu de ce qui se passe pendant la maturation, puisque donc la maturation, schématiquement, on a effectivement une augmentation de la teneur en sucre, une baisse de l'acidité. Alors ça, c'est l'aspect, disons, le plus classique, le plus visible, mais notamment pour certains cépages aromatiques ou des cépages destinés à l'élaboration de vin rouge. Parallèlement, on a ce qu'on appelle une maturation phénolique, qui va éventuellement être décalée de la maturation en sucre, qui elle va au final souvent déterminer la date de vendange par rapport au maximum, au potentiel, ou voire au maximum de sucre que l'on peut avoir pour ne pas dépasser certaines limites. Et donc ça peut être effectivement un problème. Alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour un cépage donné, pour un type de vin, parce qu'on peut avoir des cépages, Hervé a évoqué le Val-de-Loire tout à l'heure, le Chenin par exemple, qui va à la fois élaborer des vins effervescents. Donc vin effervescent, on a besoin d'une très forte acidité, donc on va plutôt les cueillir en premier. Mais ce chenin peut être utilisé aussi pour des vins blancs, donc là on va cueillir un petit peu plus tard, et des vins liquoreux avec plus de sucre, là bien sûr on va cueillir encore plus tard. Donc pour un cépage donné et donc un type de vin souhaité, eh bien on va avoir une zone optimale. Donc si effectivement on est en condition trop froide ou qu'on cueille trop tôt, eh bien on aura souvent un manque de sucre et des arômes d'immaturité qui peuvent apparaître. Et à l'inverse, donc par rapport à des conditions trop chaudes, lorsque l'on récolte un peu plus tard, eh bien, on va avoir un niveau d'acidité plus faible et parfois des arômes de surmaturité et au final un déséquilibre. Donc c'est effectivement un élément très important. Ce qui va souvent guider la cueillette, c'est donc le rapport acidité-sucre, mais il faut savoir que en fait la maturation, c'est un phénomène plus complexe. Et donc ce décalage peut éventuellement jouer sur les caractéristiques, bien sûr, des vins. Oui, ben c'est parfait. Alors, donc dans ce cadre-là, on doit avoir le plus possible une adéquation entre donc le type de cépage, enfin le cépage, et les conditions climatiques locales. Alors, ça peut être figuré par un schéma de ce type-là, c'est-à-dire qu'on a des températures moyennes pendant la phase végétative. Bon, on sait qu'on a des cépages plus adaptés aux régions relativement froides, Bourgogne, Champagne, Pinot Noir, Chardonnay notamment. Des cépages intermédiaires, si je prends l'exemple du Cabernet Sauvignon, que l'on retrouve dans la région bordelaise, et puis des cépages plus destinés à des zones chaudes, Grenache, Cinsault, Carignan, etc., qui eux, donc, sont plutôt des cépages de type méditerranéen. Alors, Hervé l'a explicité un petit peu tout à l'heure. Je ne vais pas entrer dans le détail des formules, mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est établi au départ par empirisme et vérifié par les scientifiques. On peut dire que pour la vigne, la température efficace, si on prend des moyennes de température jour, eh bien, c'est tout ce qui dépasse 10 degrés. On peut dire de manière un peu simpliste, mais qui permet de bien comprendre les choses. Dès que la température moyenne journalière dépasse 10 degrés, eh bien, ça devient la température efficace pour la phase végétative et pour la maturation. Et donc, à partir de ces sommes de température en base 10, eh bien, on établit donc des indices, dits indices de Huguelin et d'autres complémentaires, qui expliquent effectivement la différence, la variabilité climatique que l'on a entre la région la plus au nord, comme la Champagne, la Bourgogne assez froide également, et puis des zones, pour prendre quelques zones connues, donc intermédiaires comme le Bordelais, et des zones bien sûr méditerranéennes qui vont s'échelonner entre, donc si on prend ces indices, en gros entre 1500 et 2200. Donc vous voyez, avec une différence très significative.
Et on sait par expérience que l'optimum des cépages, évidemment, est lié donc à une exigence climatique spécifique. Donc, si je prends toujours l'exemple de Pinot Noir Chardonnay, bien connu, eh bien, c'est autour de 1700. Et à l'inverse, des cépages méditerranéens vont être plus exigeants en température, avec des indices, on va dire, de l'ordre de 2100, 2200 pour la plupart de ces cépages. Donc, bien évidemment, à partir du moment où le climat se réchauffe, eh bien, on peut imaginer, et toujours par rapport au travail qui a été fait à partir de la modélisation, dans le cadre de la thèse de Iñaki de Garcia de Cortázar, eh bien, il a pu démontrer que finalement, pour des scénarios moyens, aux environs de degrés, donc là on est sur la fin du XXIe siècle, donc la Syrah, qui est majoritairement dans la zone des Côtes-du-Rhône, pouvait migrer vers le Bordelais, voire le Val-de-Loire, et avec des scénarios plus pessimistes, type 5 degrés, eh bien, la Syrah, potentiellement, pourrait aller jusqu'en Bourgogne, voire en Champagne. Donc tout ça, bien sûr, c'est du calcul théorique, mais c'est vrai que 5 degrés, comme l'a dit Hervé, si on regarde la France, c'est à peu près 1 degré d'écart par 200 km. Donc la Champagne, avec 5 degrés en plus, est proche de Perpignan. Donc évidemment, on comprend que le potentiel des cépages peut varier. Alors sur le cépage, ce que j'ai oublié de dire aussi, au-delà du porte-greffe, c'est que donc il peut y avoir une variabilité aussi au sein d'un même cépage. On a travaillé sur ce qu'on appelle des sélections clonales. Les régions nord ont bien sûr cherché les clones les plus productifs en sucre. Et donc, on peut avoir des marges jusque, je pense, de l'ordre de 1 degré, avec au sein du même cépage la possibilité d'avoir des sélections clonales, massales, qui donc produiront moins de sucre, ce qui n'est pas l'objectif des plantations d'il y a 20 ou 30 ans, mais qui peut être effectivement un objectif, et peut-être d'ailleurs d'aller rechercher nos cépages dans des régions plus chaudes où la sélection s'est faite différemment, notamment par rapport à une production de plus d'acidité et de moins de sucre. Voilà, donc j'en arrive aux éléments de conclusion. Je voulais quand même dire que avant de finir sur la partie adaptation, que la filière viticole, comme je vous l'ai dit, est, disons, pour beaucoup de viticulteurs, sur le court terme, c'est, mis à part quelques régions extrême sud, c'est globalement plutôt une opportunité, mais tout le monde est conscient que ces changements climatiques vont impacter fortement la viticulture et qu'il y a lieu, comme tout le monde, même si la viticulture représente peu de choses au niveau de l'impact effet de serre, de travailler pour établir ce qu'on appelle des plans climat, qu'ont établi plusieurs régions, au travers notamment de bilan carbone, que je suppose beaucoup d'entre vous connaissent, et donc d'établir effectivement des stratégies qui vont d'une diminution, par exemple, du poids de la bouteille, d'une réflexion sur des caves moins gourmandes en énergie fossile. On a un programme, je vous mettrai le site, donc sur ce qu'on appelle l'éco-conception des caves, sur aussi l'amendement, donc par rapport à la fixation de carbone, par rapport à des départs d'azote, donc qui impactent aussi. Donc autant d'éléments qui donc sont progressivement pris en compte à l'échelle individuelle et dans les stratégies des structures viticoles au niveau régional. Et nous militons bien sûr, et je termine toujours avec les professionnels, ces aspects d'adaptation qui intéressent plus directement le vigneron, en disant oui, l'adaptation c'est bien, mais il faut aussi penser à notre planète, et donc je vais finir là-dessus. Alors si on fait un petit peu la synthèse, on peut dire que sur les changements climatiques, le plus et qu'on va retrouver en face le moins, donc de nouvelles opportunités pour des zones viticoles. Hervé était en Angleterre cette semaine, et donc nos amis anglais sont en train, bien sûr, voient avec opportunité ce réchauffement climatique. À l'inverse, disparition de zones peut-être chaudes sans possibilité d'irrigation, puisqu'on sait cultiver la vigne dans des régions très très chaudes comme l'Australie, mais quand l'eau devient rare, ou en tout cas n'est pas prioritaire pour la vigne, eh bien on peut imaginer qu'il y ait des régions qui effectivement puissent peut-être disparaître, surtout si la valorisation donc au niveau du prix ne suit pas par rapport aux dépenses notamment de consommation d'eau. Donc on peut aussi avoir
une opportunité, augmentation de la palette de cépages, mais en même temps, puisqu'on sait que nos vins d'appellation d'origine sont une adéquation entre terroir et cépage, donc peut-être la perte de typicité pour certaines régions. Donc une meilleure maturité en zone limite actuelle, ce qui est le cas concrètement dans les zones nord, je pense Champagne, Bourgogne, un bon exemple. Et à l'inverse, pour nos amis du Sud, on commence à avoir des teneurs en alcool élevées et diminution de l'acidité. Alors, un aspect que je n'ai pas évoqué, mais qui est complexe, il faut bien comprendre que, bon, j'ai coutume de dire qu'un terroir, c'est le support d'un écosystème culturel. Hein, donc, on a un écosystème complexe, et cet écosystème, évidemment, est le support aussi de parasites. Et savoir comment tout cela va intervenir sur les parasites. Bon, on sait que le milieu de la vigne est quand même une plus forte pression, présente une plus forte pression dans le sud, donc devrait probablement remonter, mais on peut aussi avoir l'apparition de parasites qu'on ne soupçonne même pas aujourd'hui, hein, par des effets d'interaction complexes. Donc peut-être augmentation pour certaines régions, sous réserve que l'eau ne soit pas limitante, des performances agronomiques, du rendement, avec l'adéquation CO2, augmentation CO2 température. Mais dans les régions, évidemment, avec notamment sud, augmentation du stress hydrique, et puis augmentation également du stress abiotique. Alors, donc, je vous ai mis, je pense, je ne sais pas si les PowerPoint, enfin les PDF seront diffusés, hein, quelques sites. Donc un site qui est un site didactique, hein, c'est ce qu'on appelle du e-learning, donc qui a été réalisé avec différents pays, Angleterre, Italie, Bulgarie. eViti Climate, où vous avez la possibilité d'avoir bien sûr beaucoup plus de détails par rapport à ce que j'ai pu dire. C'est un accès libre. Un projet également sur la façon de concevoir une cave écologique, sous l'angle énergie, mais également eau. Donc le projet que coordonne Hervé, donc Adviclim, avec notamment des mesures et des stratégies. Et puis un projet également sur lequel on travaille sur la valorisation des effluents, des sous-produits par méthanisation. Et puis pour ceux qui s'intéressent au développement durable, donc l'ouvrage qui reprend, enfin notamment le climat, mais les différents sujets liés au développement durable. Et je crois que j'en arrive à la fin. Et comme j'ai l'habitude de le faire avec nos professionnels, je leur dis en paraphrasant la réflexion de Saint-Exupéry, nous ne faisons qu'emprunter notre planète, les paysages et les terroirs de nos enfants. Merci.